Donc, je partage l'écran, hein, et la télécommande, c'est OK. Alors, je vous disais tantôt que la pédiatrie, même si nous divisons les cours en plusieurs chapitres, neuropédiatrie, infectiologie, etc., mais c'est un tout. Parce qu'un enfant, c'est un tout. C'est un ensemble d'un être humain particulier. Alors, je vous disais ce matin, lorsqu'on a parlé des infections urinaires, qu'il ne faut pas oublier aussi que ces infections urinaires peuvent comporter des complications, parce que des complications sévères. Alors, ces complications qui vont se manifester aussi au niveau du rein, mais nous allons les voir comme si nous commençons les pathologies qui concernent justement les infections des voies respiratoires supérieures, soit les infections ORL. Pourquoi? Parce qu'il y a une pathologie qui est fréquente, mais que nous ignorons beaucoup et qui a un lien avec soit la pathologie infectieuse, soit la pathologie de ORL, ou encore les maladies auto-immunes, ou encore aussi les infections urinaires. C'est le rhumatisme articulaire aigu, ou RAA. Vous savez que ça, c'est une pathologie fréquente dans le monde entier, mais on a observé que son épidémiologie a changé dans les pays développés, tout simplement parce que dans ces pays développés, ils ont pris des mesures très simples. Un, ils ont commencé par éduquer les parents en disant les infections ORL à répétition, attention, ce sont des infections qui comportent certaines complications qui sont graves. Deux, ils ont formé le personnel soignant. Les médecins, les infirmières et tout, etc., savent que lorsqu'on a des malades qui font, surtout les enfants d'ailleurs, c'est une pathologie pédiatrique, mais qui va se manifester parfois ou souvent chez des sujets qui sont devenus adultes. Mais pour la prévention, c'est toujours mieux de connaître les choses avant. Le personnel soignant va apprendre va apprendre à détecter rapidement les complications qui sont liées aux fréquentes infections ORL. Et puis, trois, ils vont prendre des mesures préventives. On verra ça après, lorsque nous allons voir un peu plus en détail cette pathologie. Mais retenez que le rhumatisme articulaire aigu est une pathologie très fréquente, mais malheureusement, dans nos milieux, elle est ignorée. Elle est vraiment ignorée parce que nous ne la recherchons pas, et aussi parce que pour savoir les conséquences de cette maladie, il faut disposer des moyens techniques de diagnostic, entre autres aussi des complications au niveau du cœur. En fait, on en parle aujourd'hui dans la néphrologie parce que je voudrais vous présenter ça dans l'ensemble de ce qu'on appelle les syndromes post-streptococciques. Ce sont les syndromes, ce sont les pathologies qu'on observe à la suite des infections provoquées par les streptocoques. Donc, les streptocoques qui sont des microbes qui sont responsables de plusieurs infections des voies aériennes, des voies supérieures. Vous savez aussi qu'en néonatologie, plusieurs infections fœto-maternelles sont provoquées par les bactéries streptococciques, par les streptocoques. Alors, ici, les syndromes post-streptococciques vont concerner, puisque nous parlons des maladies, des infections urinaires, du moins du système urogénital, c'est surtout là ce qu'on appelle la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. C'est une pathologie fréquente que les néphrologues vont voir, mais l'origine de cette pathologie, ce sont les ORL qui ont vu les enfants dans la période où ils étaient encore en âge pédiatrique, même si les complications, ils vont les voir plus tard. C'est pour cela qu'il faut en parler déjà au niveau de la pédiatrie. L'autre complication sévère qui va être vue surtout par les cardiologues, c'est le rhumatisme articulaire aigu.
Bon, les internistes, les pédiatres aussi, rhumatisme articulaire aigu, ça signifie les douleurs. Nous sommes dans un pays où, lorsqu'on a des douleurs, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Est-ce qu'un enfant AS peut avoir des douleurs osseuses? Mais oui, un enfant AA peut avoir des douleurs articulaires aussi, par exemple, lorsqu'il est atteint du rhumatisme articulaire aigu ou ERA. L'autre syndrome, c'est l'érythème noueux post-streptococcique. Cet érythème noueux, on n'en parlera pas. C'est un érythème qu'on voit surtout au niveau tibial. Et c'est assez typique, quoi. On sait faire le diagnostic chez quelqu'un qui a eu un antécédent d'infection ORL et des infections à Streptococcus pneumoniae ou autre. Enfin, la chorée de Sydenham, c'est une pathologie caractérisée par des mouvements bizarres, ralentis, etc. Mais enfin, ça, ce sont des infections tardives, toutes celles-ci, qui sont dues aux germes qu'on appelle streptocoque. Alors, comme je vous disais, le rhumatisme articulaire aigu, c'est une pathologie très fréquente, endémique évidemment, ici c'est des diapos qui me viennent de la France, donc dans la France et tout, mais surtout dans les pays en voie de développement et dans des pays à faible niveau d'hygiène. Là où il n'y a pas beaucoup d'hygiène, évidemment, les microbes trouvent leur contexte idéal pour se développer. Le rhumatisme articulaire aigu, c'est une maladie de la pauvreté. En Europe, dans les pays développés, on n'en voit plus tellement parce qu'ils sont propres. Ils prennent des antibiotiques en prophylaxie. Ils ont une immunité valable. Ils mangent 3, 4 fois par jour, etc. Dans les pays en voie de développement, par exemple, quand vous allez justement dans les faubourgs, dans les ghettos et tout, il y a beaucoup de cas de rhumatisme articulaire aigu, mais qui s'ignorent. Et aussi parce que dans ces milieux-là, les malades vont mourir sans qu'on ait fait le diagnostic de RAA. Aujourd'hui, le rhumatisme articulaire aigu est pratiquement disparu dans les pays européens, dans les pays du Nord. Les personnes les plus exposées, ce sont les enfants. C'est pour ça qu'on en parle, les adolescents, mais aussi des enfants, des sujets avec des antécédents personnels ou familiaux de rhumatisme articulaire aigu. Donc, on retient surtout, ce sont les enfants âgés de plus de 4 ans, ce sont les adolescents qui sont les enfants qui seront victimes de cette maladie. La maladie se développe toujours, et c'est ça qu'il faut retenir, après une infection streptococcique pharyngo-amygdalienne. C'est pour cela que je vous disais, ces pathologies en pédiatrie, c'est lié. On va développer les maladies ORL, mais ça a un lien avec les maladies néphrologiques, puisqu'on a vu qu'ils vont développer une glomérulonéphrite post-streptococcique. D'ailleurs, nous allons nous attarder un peu sur ces complications. Donc, c'est important de penser à l'approche préventive, l'hygiène, le niveau social de la population et aussi, bien sûr, la formation du personnel soignant. Un personnel bien formé va détecter rapidement cette maladie. Alors, elle débute comment? En général, le patient va avoir 2-3 semaines avant une histoire d'infection ORL initiale. Donc, c'est un patient qui viendra, on vous dira, oui, il avait de la fièvre, il avait des douleurs de gorge. L'infection ORL, amygdalite, c'est une pathologie très fréquente. Nous, en consultation ambulatoire en pédiatrie, une grosse partie des malades que nous voyons souffrent d'infection ORL. Ils viennent parce que le nez coule, ils toussent un peu et tout, et généralement la cause en tout cas, c'est une infection ORL. Il fait de la fièvre, il a mal aux oreilles, c'est une otite et tout, mais les maux de gorge, c'est fréquent. D'ailleurs, les parents vont venir parce qu'il a des douleurs, il a des ganglions au niveau du cou ou bien des mandibules, etc. Mais ça reflète une infection ORL.
Alors ça va débuter 10 à 15 jours après l'infection ORL. Donc l'enfant a été traité ou pas, il a eu des maux de gorge, il ne mangeait pas bien, il a fait de la fièvre, il toussait un peu et tout, on a soigné ça, c'est passé. Mais 2, 3 semaines après, il va développer ce qu'on appelle une polyarthrite aiguë fébrile et mobile. Alors, immobile, pourquoi? Parce que c'est une arthrite qui va intéresser, polyarthrite, parce qu'elle va intéresser plusieurs articulations. Elle va intéresser quel type d'articulation? En général, elle va intéresser les grosses articulations. Ça signifie quoi? Les grosses articulations, ce sont les épaules, les genoux, la hanche. Là, on a des grosses articulations. Ce ne sont pas surtout les articulations des doigts, parce que ça, ce sont les petites articulations, vraiment les grosses. Et on dit que c'est une polyarthrite parce qu'elle peut intéresser plusieurs articulations. Et en plus, elle est mobile. Ça signifie, tantôt, ça peut être l'épaule gauche, et un peu plus tard, ça sera peut-être le genou droit qui va être enflammé. En fait, c'est ça, une arthrite, c'est l'inflammation d'une articulation. L'articulation peut être chaude. Vous mettez la main dessus, on sent que c'est quand même chaud. Elle est douloureuse. Pourquoi? C'est parce qu'elle est inflammatoire et la rougeur de la peau sous-jacente montre qu'il y a une inflammation dessus, que c'est rouge. Chez les Européens, ça se voit bien, c'est un genou rouge, un genou inflammatoire, un gros genou. Il ne faut pas confondre les gros genoux avec ce que vous pouvez voir. Je vous cite ces pathologies parce que vous les avez vues. Un enfant drépanocytaire peut venir avec un gros genou. Oui, parce que c'est sa crise articulaire de la drépanocytose. Ça fait mal et le genou peut gonfler aussi parce qu'il a eu plusieurs épisodes de douleur articulaire au genou. Attention, on a vu aussi en hémato que les patients, d'ailleurs je pense que vous avez montré quelques images, qui sont atteints de l'hémophilie, maladie qui intéresse la coagulation, peuvent avoir un gros genou douloureux et qui peut être enflammé parce qu'ils font aussi l'arthrite hémophilique. Et enfin, justement, la polyarthrite aiguë fébrile, c'est ce gros genou-là que le patient peut présenter après avoir fait 3 semaines avant une infection caractérisée par des maux de gorge, une amygdalite. Et alors, cette arthrite, elle est migratoire, elle est migratrice, c'est-à-dire elle va se déplacer après quelques jours ou quelques heures, elle peut subir une régression, elle diminue et parfois sans aucune séquelle. Et cet accès rhumatismal, cette polyarthrite aiguë fébrile et mobile, peut durer pendant 1 mois. En général, au cours de cette polyarthrite aiguë fébrile et mobile, la fièvre est souvent présente et elle peut s'élever à chaque fois qu'il y a un genou, une articulation qui gonfle, qui est donc enflammée. Le patient peut dire « Ah, je fais aussi de la fièvre ». Donc, c'est une pathologie qui intéresse les grosses articulations et qui est mobile. Diagnostic différentiel, drépanocytose, hémophilie et enfin donc la polyarthrite aiguë fébrile. Alors, quelles sont les manifestations que nous allons trouver dans le rhumatisme articulaire aigu, RAA? Nous allons trouver des manifestations qui peuvent toucher le cœur. C'est pour ça que je vous disais, attention,
Certaines pathologies, on va les voir chez l'adulte ou chez l'adolescent, mais qui sont passées inaperçues en âge pédiatrique. Du moins, le personnel n'y a pas pensé ou ne les a pas identifiées. Les manifestations cardiaques sont caractérisées par ce qu'on appelle les cardites rhumatismales. Les cardites rhumatismales vont être caractérisées par l'endocardite et surtout avec des valvulopathies. Valvulopathies qui vont se manifester souvent avec une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique. Maintenant, vous me direz, oui, mais comment on fait pour penser à ça? Ah, c'est ici qu'il faut savoir que lorsque vous examinez un enfant, moi, je suis frappé un peu parce qu'on reçoit des stagiaires. Hein. Quand je vois les stagiaires qui examinent un enfant en pédiatrie, la chose qu'ils font en général, ils auscultent les poumons. Mais je peux vous dire que quand ils auscultent le cœur, ils ne s'attardent pas dessus parce que maintenant, nous avons les pulsioxymètres qui vous donnent la fréquence cardiaque et la saturation. Donc, ça nous rend paresseux. Dans le temps, comme la fréquence cardiaque, on devait la prendre nous-mêmes en mettant le stéthoscope ou encore en prenant le pouls périphérique. Et maintenant, les dysrythmies, les bruits cardiaques anormaux et tout, etc., rarement les stagiaires vous disent « j'ai entendu un souffle de 1 ou 2 sixièmes ». Il faut vraiment que ce soit un gros souffle anormal pour qu'ils disent oui. Mais donc, vous voyez pourquoi j'insiste sur ça. Parce que pour faire le diagnostic de cardite, c'est comme on a vu au début du cours de pédiatrie, c'est toujours la même démarche, la sémiologie, interrogatoire, interrogatoire comme un policier, et puis un examen minutieux et complet. Donc, quand vous auscultez le cœur, arrêtez-vous au niveau des foyers cardiaques. Vous auscultez pour savoir est-ce qu'au niveau mitral, j'entends un bruit anormal qu'on appelle souffle. Les souffles, vous les qualifiez selon l'intensité de 1 à 6. Quand vous avez un souffle que vous percevez quand même avec un grand effort, généralement, c'est à un niveau de 1. 2 sixièmes, c'est pas trop compliqué. Mais les gros souffles de 4 à 6 sixièmes, bah écoutez, là, si vous les auscultez pas, si vous les appréciez pas, c'est que vous avez des problèmes. Donc, il faut rechercher au moins le foyer mitral, mais aussi au foyer aortique, parce que vous allez entendre des bruits, parce que ces infections streptococciques vont provoquer des anomalies au niveau des valves, vont provoquer les valvulopathies post-streptococciques. Elles sont fréquentes. Elles sont responsables après des insuffisances cardiaques que les enfants peuvent avoir. On dit, ah, il a un problème de cœur, il a une insuffisance cardiaque et tout. C'est dû à quoi? C'était dû aux infections ORL qu'il faisait quand il était enfant. Et on les a négligées, on n'y a pas pensé, il devient adulte, il a un cœur qui ne fonctionne pas correctement. Ils peuvent avoir donc les valvulopathies. Ces valvulopathies, vous pouvez les chercher cliniquement en auscultant les foyers cardiaques. Après, le malade va dire quand je marche que je me sens fatigué facilement, quand je monte les escaliers et tout, etc. Ça, ce sont des signes des cliniques que vous allez rechercher après. Mais la physiopathe doit vous permettre quand même à ne pas rater ces genres de complications chez ces patients. Ils peuvent faire ce qu'on appelle une myocardite compliquée d'insuffisance cardiaque. Ça signifie que le muscle cardiaque, il est enflammé, il ne se contracte pas bien et donc il est responsable d'une insuffisance cardiaque ou parfois des troubles de rythme. On peut avoir aussi une péricardite, hein, donc vous allez avoir par exemple à l'auscultation, vous allez entendre un frottement péricardique, hein. Alors, le frottement péricardique, vous allez le discriminer du frottement pleural parce que le frottement péricardique, vous entendez
régulièrement au même rythme que le cœur. Le frottement pleural, vous l'entendez au même rythme que lors de la respiration, des mouvements ventilatoires. Ça vous permet de discriminer en disant ce frottement que j'entends, que vous entendez lorsque vous mettez votre stéto, est-ce que c'est le cœur ou ce sont les poumons, En plus, lorsque par exemple ce sont les poumons et que vous donnez une pression à votre stéthoscope, vous empêchez à ce que les membranes pleurales se frottent et donc vous pouvez ne plus entendre le frottement pleural lorsque vous comprimez très fort. Enfin, ce sont des astuces, mais je vous invite vraiment à pouvoir identifier un frottement péricardique qui signe l'existence d'une péricardite. Parce que ces péricardites, lorsqu'elles deviennent importantes, et vous savez qu'elles peuvent être responsables de ce qu'on appelle la noyade péricardique. Donc, le cœur se retrouve dans un liquide qui est dans une cavité, la cavité péricardique, et comme la cavité péricardique ne peut pas se dilater au-delà d'un certain niveau, donc le cœur se trouve compressé, comprimé, et il va finir par décompenser parce qu'il ne sait pas avoir la compression nécessaire. Vous voyez qu'une infection très simple, une pathologie simple, donne des complications sévères, des complications avec des manifestations cardiaques. On peut avoir aussi des manifestations cutanées, c'est-à-dire on peut avoir un érythème. L'érythème, c'est par définition une coloration rougeâtre au niveau de la peau. L'érythème, généralement, est plat. Ce n'est pas une papule, ça ne monte pas. En général, l'érythème, c'est juste la couleur qui a changé. Donc, vous pouvez avoir une coloration de la peau rougeâtre qui n'est pas prurigineux, et ça vous pouvez avoir au niveau du tronc ou encore au niveau de la racine des membres. Et enfin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les nodules de Meynet, les nodosités de Meynet. Ça se palpe, vous sentez des nodules, et les nodules sont en général de consistance augmentée, donc à une consistance ligneuse, hein. Elles sont un peu plus dures que la chair, hein. Et elles sont sous-cutanées et vous allez le retrouver souvent sur la face d'extension. Donc, si je prends mon bras, ces nodules, vous allez les retrouver dans la face d'extension, les faces d'extension des membres. Et c'est là que vous allez les retrouver. En général, ces nodules sont d'apparition tardive, vont apparaître beaucoup plus tard, mais elles sont de mauvais diagnostics. Donc, il faut vraiment rechercher ces nodules et savoir que lorsqu'elles apparaissent, elles sont de mauvais diagnostics. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic? Il y a évidemment les critères cliniques avec l'histoire du patient. C'est un enfant qui a souvent eu des infections ORL. Vous regardez sa clinique, il a fait une grosse angine et tout, etc. Il vient avec un gros genou gonflé et puis vous faites des bilans biologiques. Dans les bilans biologiques, en général, on demande toujours l'hémogramme. Dans l'hémogramme, vous allez voir qu'il y a le taux de globules blancs qui a augmenté, ce qu'on appelle une hyperleucocytose. Donc, c'est un enfant qui peut avoir un globule blanc autour de 15 000, 18 000, même 20 000. Parce que c'est une inflammation. Et alors, on a mobilisé les globules blancs, les leucocytes. Et quand on regarde la formule de ces globules blancs, on va dire qu'elle est à prédominance neutrophilique. Ce sont surtout les neutrophiles qui ont augmenté. Mais ce qu'on va observer aussi, c'est que cet enfant peut être relativement peu coloré. Donc, il peut présenter une anémie.
c'est une anémie inflammatoire. Je pense qu'en médecine interne, on vous a appris à distinguer les anémies inflammatoires des anémies liées à la carence en fer. Oui, je pense qu'on vous a appris ça. De toute façon, on y reviendra si on a le temps de donner quelques nuances là-dessus. Et alors, ce qu'on va surtout observer, c'est ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire. Alors, le syndrome inflammatoire, au point de vue biologique, nous allons le rechercher comment? Quels sont les éléments que je vais chercher pour savoir qu'ici, il y a un syndrome inflammatoire? Alors, on va commencer en ordre chronologique par les éléments que, je pense, dans tous les hôpitaux, on sait faire. C'est la vitesse de sédimentation. La vitesse de sédimentation, elle se fait dans des tubes de Weschengren. C'est pas trop compliqué. On met un tube, on laisse sédimenter pendant 1 heure et on va voir le niveau avec lequel le sang a sédimenté et ça vous donne la vitesse de sédimentation, la fameuse VS. Vous savez très bien que dans notre milieu, quand on voulait chercher des bilans pour savoir si on fait la tuberculose, on fait la VS. Quand on voulait chercher pour savoir si quelqu'un fait le VIH-Sida, on faisait la VS et tout, etc. Et puis, depuis un bout de temps, dans presque tous les laboratoires, dans tous les hôpitaux en général, on sait faire ce qu'on appelle la protéine C réactive. La protéine C réactive, qu'on écrit en anglais CRP, on l'appelle communément CRP, c'est une protéine qui va être élevée aussi. Sa valeur normale, normalement, quand on la quantifie, c'est inférieur à 6 grammes par litre. Et donc, la CRP, c'est une protéine qui est produite par le foie et qui va augmenter très vite. Dès qu'il y a un processus inflammatoire qui commence, la CRP va monter très rapidement. Et elle va monter même jusqu'à des valeurs, comme on disait, comme pour la VS, une VS à 2 ou 3 chiffres. Dans cette pathologie ici, la CRP va augmenter rapidement et on aura des valeurs à 2 ou 3 chiffres. Donc, vous pouvez avoir une CRP avec des valeurs au-delà de 150, 200 mg par décilitre. Et un autre facteur qui augmente, parce que ça aussi c'est une protéine inflammatoire, c'est la fibrine. Bon, la fibrine, vous ne savez pas la demander parce qu'en général, je pense qu'à Bonzola, on ne l'a pas. Oui, à Bonzola, on l'a parce que nous avons un appareil qu'on appelle Stago qui permet d'étudier la coagulation. Et donc, on dose aussi la fibrine. Mais en dehors de la fibrine, il y avait un autre facteur qui est à la fois une protéine inflammatoire, c'est la ferritine. La ferritine, c'est la protéine qui sert de réserve en fer. C'est pour ça qu'on regarde si elle est basse, ça signifie qu'on est carencé en fer, alors on donne une supplémentation en fer, mais c'est aussi une protéine inflammatoire. C'est pour cela, lors des infections, justement, au cours des infections comme celle-ci, ERARA, la ferritine peut être élevée parce que c'est une protéine inflammatoire. Et comme il s'agit maintenant d'une maladie post-streptococcique, on va doser les fameux ASLO, les fameux anticorps streptolysine spécifiques pour les infections aux germes streptococciques. En général, les valeurs sont inférieures à 200, 250. Mais leur interprétation n'est pas facile. Parce que si vous faites les ASLO dans la période où les enfants font beaucoup d'infections ORL, c'est normal, vous allez trouver beaucoup d'enfants qui ont ces anticorps avec des taux élevés. Mais si vous les faites dans la phase où ils ne sont pas susceptibles de faire beaucoup d'infections ORL, à ce moment-là, on prend des valeurs de référence du genre ASLO supérieur à 200 ou 250, ça dépend des milieux, des techniques et tout. Ça vous dit alors ASLO positif. Donc, vous retenez cela, c'est des choses qu'il faut rechercher. L'absence de streptocoque A sur les prélèvements, par exemple, vous faites à ce moment-là un frottis de gorge et vous trouvez que sous le frottis de gorge, on n'a pas vu la présence de streptocoque, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu une infection à streptocoque. Ça n'élimine pas le diagnostic.
Et enfin, comme il s'agit d'un gros genou, qu'est-ce qu'on a tendance à faire en général? Quand on a un gros genou, une articulation qui est enflée, qui est enflammée, nous avons tendance à faire ce qu'on appelle la radio. La radio du genou, en général, dans ces circonstances, ne va rien nous montrer. C'est trop tôt. Retenez que la radio, pour montrer des images pathologiques, elle va les montrer un peu plus tard parce que les modifications inflammatoires aiguës ne se voient pas facilement, sauf s'il y a un épanchement dans l'articulation. On peut voir la radio simple, hein, je parle d'une radio simple, hein, on peut voir ça. Alors, comme il s'agit on peut avoir justement des épanchements, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser l'échographie. Et pour l'échographie, ça c'est, comme je vous disais, l'échographie aujourd'hui est devenue un outil qui sert aux cliniciens. On peut rechercher avec un bon échographe et avec une bonne sonde, et parfois c'est la sonde linéaire qui est bien adaptée ou semi-convexe, qui va vous permettre de voir, d'identifier la présence d'une tuméfaction des parties molles des tissus, ou bien encore la présence d'un liquide. Parce qu'il y a une arthrite, une inflammation, ça signifie qu'on peut avoir aussi du liquide dans la cavité articulaire. Voilà, ça, ce sont des moyens qu'il faut faire pour rechercher le rhumatisme articulaire aigu. Alors, comment va évoluer cette maladie? Le risque essentiel de cette pathologie, c'est que c'est une pathologie qui fait des réchutes que l'on peut avoir chaque fois qu'on aura des infections streptococciques pharyngées. C'est pour cela qu'il est important de connaître et de dire, tiens, cet enfant qui fait tout le temps des infections de gorge, si le laboratoire peut faire un frottis de gorge, identifier dessus des streptocoques, il faut savoir que chaque fois qu'il fera des infections de gorge, il est à risque de développer des complications post-streptococciques. Ça, c'est l'évolution de cette maladie. Et c'est pour cela qu'en Europe, par exemple, et dans les pays développés, la RAA, le rhumatisme articulaire aigu, on n'en voit plus beaucoup tout simplement parce que les pédiatres, les médecins mettent sous prophylaxie les enfants qui ont tout le temps des infections de gorge aux germes streptocoques. L'évolution, on l'a dit tantôt, c'est une maladie cardiaque. Vous auscultez un souffle et vous voyez que ce patient, il ne se comporte pas bien, il est fatigué, etc. Bon, les séquelles par exemple, des valvulopathies, comme l'endocardite, qui va exposer le patient à des complications hémodynamiques, ça signifie insuffisance aortique, insuffisance mitrale, d'ailleurs, qui est fréquente, plus que l'insuffisance aortique, et à la longue, donc, une défaillance cardiaque, une décompensation cardiaque. C'est pour cela qu'on dit que cette pathologie, on peut la prévenir. Quel est l'outil qu'on peut utiliser pour la prévenir? C'est pas compliqué, c'est simple. L'outil pour prévenir cette pathologie, c'est avoir un appareil d'échocardiographie cardiaque. Ceux qui sont habitués ou à assister à l'échocardiographie cardiaque trouvent un bon moyen parce qu'à l'échocardio, vous avez aussi la sonographie, c'est-à-dire on entend le bruit des battements du cœur, le bruit de la circulation du sang, du passage du sang à travers les valves, et même on voit la fréquence. Quand on fait l'écho cardiaque, vous pouvez voir la fréquence du cœur, vous pouvez entendre les bruits du cœur, et donc vous pouvez entendre le souffle. Le souffle, vous pouvez l'entendre grâce au Doppler
écho cardiaque. Vous allez entendre, vous entendez qu'il y a un souffle. Ça signifie par exemple qu'il y a une insuffisance mitrale. Vous allez voir qu'il y a une dysrythmie, c'est-à-dire par exemple que le cœur n'a pas un rythme régulier, donc il peut battre toc, 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 et puis toc, toc, et puis il s'arrête. Vous pouvez avoir des extrasystoles, et c'est important. Toc, 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 toc. Il s'arrête un peu, et puis toc, 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 toc. Bien parfois, c'est un galop, c'est comme si c'était un cheval. C'est un galop, etc. Ce sont des choses que normalement le clinicien doit identifier. Et quand il ne les a pas identifiées à temps, il faut recourir à un outil comme l'écho Doppler cardiaque, que je conseille vraiment d'avoir dans tous les hôpitaux et en particulier en pédiatrie. Le malade qui présente le rhumatisme articulaire aigu va demander d'être pris en charge. La prise en charge, c'est entre autres le repos. Il faut faire une attestation de maladie, repos pour ce jeune adolescent qui doit rester à la maison. Et pas dire non, c'est un petit paresseux, il doit aller au travail. Non, non, parce que c'est une pathologie, n'oubliez pas, ça ne regarde pas que les articulations, ça va toucher le cœur aussi, mais on va voir plus tard, on verra plus loin, ça va toucher aussi les reins, puisqu'on aura ce qu'on appelle la glomérulonéphrite post-streptococcique. Et quelle est la thérapie? C'est la thérapie en général, c'est la pénicilline. L'extensiline, c'est la pénicilline IV qu'on donne pendant une dizaine de jours, au moins pour stériliser un foyer, mais aussi parce que c'est une inflammation, hein, c'est une pathologie inflammatoire importante d'ailleurs. On donne aussi des corticothérapies. On donne de la prednisone ou prednisolone jusqu'à ce que la VS se normalise. Et puis après, on va réduire les doses. Hein. Vous savez qu'en pédiatrie, en général, lorsqu'on donne la corticothérapie, on ne l'arrête pas brutalement. On va l'arrêter progressivement en réduisant progressivement les doses. Le but, c'est de réduire rapidement les signes cliniques et surtout d'éviter à ce qu'il y ait des atteintes cardiaques. J'ouvre une parenthèse aussi sur les corticoïdes. Pourquoi est-ce qu'on donne parfois des corticoïdes lors des méningites? Par exemple, dans la méningite tuberculaire, c'est pour éviter justement les réactions de fibrose fibrotique. Parce que la fibrose dans la méningite, puisqu'on appelle aussi la neurologie, la neuropédiatrie, la méningite au bacille de Koch, elle est fibreuse, fibrineuse. Et ces fibrines vont se déposer même aux endroits où vous avez vu, non, les cavités ventriculaires, l'endroit où le liquide doit couler. Et s'il y a un dépôt de fibrine, ça va former une cicatrice et donc il y aura un obstacle. Et à la suite de cela, l'enfant peut présenter une grosse tête ou encore des signes d'hypertension intracrânienne parce qu'il y aura beaucoup de liquide qui va se cumuler dans les cavités ventriculaires. Enfin, on donne de l'aspirine à des doses élevées. Cette fois-ci, on donne l'aspirine à des faibles doses pour la prévention des pathologies de coagulation. Mais ici, on donne l'aspirine à des doses élevées qui peuvent atteindre jusque même 3 grammes chez l'adulte, tout simplement parce qu'il faut éviter la rechute de la maladie, surtout lorsqu'on a arrêté avec les corticoïdes. Donc, vous voyez que le rhumatisme articulaire aigu, c'est une pathologie qui commence en âge pédiatrique, qui est due aux infections ORL et qui va s'accompagner de deux choses. Des rhumatismes articulaires, donc le genou, soit des complications au cœur, qu'on appelle cardite, soit des complications au rein, qu'on appelle glomérulonéphrite post-streptococcique. Et de cela, nous verrons cela dans un prochain chapitre du cours. Mais avant de terminer cet aspect, comment est-ce qu'on fait pour protéger
l'enfant contre ces rechutes, parce que c'est une pathologie malheureusement qui peut rechuter. Bon, le mécanisme physiopathologique, c'est la production des anticorps qui vont ressembler, qui vont attaquer les protéines de son propre corps, et donc il va identifier par exemple les valves comme des valves qui ne lui appartiennent pas. Il y aura un dépôt de fibrine et tout, une réaction inflammatoire, et ça va provoquer donc une valvulite, une valvulopathie, etc. C'est la même chose au niveau des articulations, au niveau du rein. Donc finalement, c'est une pathologie auto-immune qui a été provoquée par une infection aux germes streptococciques. Il faut faire la prophylaxie pour éviter la rechute, parce que s'il fait encore une infection pharyngée à streptocoque, il peut encore faire justement ces pathologies. Alors, en général, la prophylaxie, c'est avec la pénicilline, hein, l'extensiline, hein, qu'on donne chaque 2 semaines. On donne 1200 unités ou plus, hein, 2400 unités, en intramusculaire chaque 2 semaines ou chaque mois. Si le patient est allergique aux pénicillinés, à ce moment-là, on peut lui donner des macrolides. Et donc, on donne l'érythromycine ou encore d'autres. Sinon, aussi, ceux qui sont allergiques, etc., ils peuvent prendre du thermoxyle, ampicilline en prophylaxie. Malheureusement, la prophylaxie doit se faire pendant de longues années. C'est comme un peu pour l'épilepsie, le traitement, c'est pendant au moins 3 ans, si pas 5 ans, jusqu'au moment où on n'a plus de crise. Hein. Donc, ce sont des pathologies, si vous voulez, à traitement chronique. Pendant 5 ans, il faut continuer à faire cette prophylaxie. Donc, c'est pratiquement pendant toute la période où l'enfant va passer sa puberté. Parce que cette pathologie, c'est une pathologie qui touche surtout les enfants de 5 à 15 ans. Voilà, donc c'est